Salut à tous, bienvenue sur le podcast Mes finances à moi. Je suis Joël, le co-auteur de ce podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le cahier budgétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un cahier budgétaire? Je vais entrer dans les détails plus tard, je vais vous présenter. En fait, lorsqu'on décide, à partir du moment où on décide de vouloir prendre en main le contrôle de ses finances, il est nécessaire, il est important de faire l'analyse du statu quo. Alors savoir de manière précise quels sont vos revenus, quelles sont vos dépenses. Et dans les dépenses, c'est ce qu'on appelle dépenses fixes et dépenses variables. Pour pouvoir être capable de savoir où est-ce que financièrement vous en êtes. Parce qu'il faut le dire, très peu de personnes peuvent vous dire de manière instantanément quel est l'état de leur compte bancaire, par exemple. Normalement, ça devrait être possible. Il ne s'agit pas de dire exactement au centime près, voilà quel est l'état de votre compte bancaire, mais être capable de dire, voilà, je suis à, par exemple, l'alimentation à tel niveau de dépenses, pour les dépenses pour ma santé à tel niveau, ainsi de suite. C'est important de pouvoir déjà le savoir. En sachant à peu près, en sachant exactement comment est-ce que, quels sont vos revenus et comment est-ce que vous dépensez, vous pouvez mieux ajuster votre comportement sur l'épargne. Parce que la devise pour pouvoir prendre en compte sa vie, comment dire ça, désolé, la, la devise pour pouvoir prendre en main voilà, sa situation financière, ce sont les revenus, ensuite les épargnes et en troisième pas les investissements. Je tiens déjà à rappeler que pour ceux qui écoutent, ce podcast est la partie audio de la vidéo d'une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de Mes finances à moi. Là où je vais vous présenter le cahier budgétaire, je vais vous présenter à peu près à quoi il ressemble. Donc, il serait intéressant pour ceux qui nous écoutent d'aller sur notre chaîne YouTube Mes finances à moi. Ainsi, vous pourrez voir de quoi je parle. Je décrirai mon cahier budgétaire que j'ai utilisé pendant très longtemps et que à chaque étape essentielle de ma vie financière, j'utilise encore pour une période de temps, question de voir où est-ce que, voilà, question de mettre les points sur les i. Donc, allez sur la page, ceux qui nous écoutent sur le podcast en audio, allez sur la page YouTube Mes finances en moi pour pouvoir comprendre ce dont je parle. Le cahier budgétaire dont je vais présenter sera disponible. Je vais le mettre le lien de téléchargement gratuitement sur le show notes. Vous pouvez le télécharger et vous pourriez l'utiliser et bien sûr à vos souhaits selon votre voilà selon votre situation personnelle la modifier. Donc j'étais en train de dire il faut savoir, il faut avoir un aperçu exact de sa situation financière entrée revenus et éventuellement voir comment est-ce que vous pouvez adapter ou modifier votre comportement pour pouvoir épargner plus et ce qui vous donnera la possibilité, après cette étape de l'épargne, de pouvoir investir. Donc, on va passer directement, je vais vous présenter directement mon cahier budgétaire. Technique. Ah oui, il est là. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon cahier budgétaire. Là, il est composé, chaque feuille Excel, ça va de janvier à décembre. Et ensuite, là, vous avez deux fenêtres extra, une fenêtre de réserve dont je vais entrer dans les détails plus tard et la fenêtre aperçue.
L'année 2021 est en train de commencer. Je suppose que beaucoup d'entre vous, c'est le cas aussi pour moi, feront des résolutions et j'espère que parmi ces résolutions, il y aura des résolutions sur euh, votre côté, le côté financier de votre vie. Je vous encourage déjà à les faire et à y réfléchir. C'est la raison pour laquelle cette émission de ce podcast, après le trailer et le deuxième épisode, pour pouvoir déjà vous donner comme ça, voilà, du matériel, des ressources et j'espère de la motivation pour pouvoir, voilà, prendre le contrôle de vos finances, pouvoir optimiser un point ou l'autre. Donc, nous avons le cahier budgétaire qui va de janvier à décembre et sur chaque feuille, vous avez en haut à gauche la partie revenu. Dans cette partie revenu, là, vous avez votre revenu net, par exemple, le revenu net de votre partenaire, éventuellement, les différents aides aux familles, le revenu de loyer, éventuellement, si vous avez un investissement locatif qui vous rapporte du loyer, pensions alimentaires, diverses prestations familiales, et ainsi de suite. Donc, il suffit de là, et si déjà vous avez aussi fait des placements dont les intérêts vous sont distribués, vous pouvez aussi les entrer là pour, euh, voilà, comme revenu. Donc, ça fait que vous avez de ce côté un aperçu global de presque tous les revenus. Naturellement, vous pouvez changer, ça c'est juste un exemple, naturellement, vous pouvez changer là selon les différents types de revenus, selon votre situation personnelle. Toujours à gauche, nous avons euh, les dépenses fixes, la liste d'éventuelles dépenses fixes. Ça peut être votre loyer ou votre crédit immobilier, pour le crédit, si vous avez pris du crédit pour votre immobilier que vous êtes en train de payer. Le téléphone, Internet, l'électricité, votre assurance auto, éventuellement un livret A si vous en avez déjà ou pas, et une assurance vie et pourquoi pas un plan d'épargne en action, éventuellement d'autres dépenses. Ici, j'ai ce qu'on appelle une réserve. J'ai mis une étoile. J'en parlerai un peu plus tard. Il est, j'ai ajouté une précision ici plus bas que c'est un montant qui est automatiquement calculé. Comment ce calcul est fait, voilà, j'en parlerai, j'expliquerai plus tard pourquoi l'importance. Peut-être vous en aurez besoin et peut-être pas. Voilà, ce cahier budgétaire n'a pas pour but d'être le plus complet possible. Voilà, je me suis inspiré d'autres cahiers budgétaires et je les ai modifiés à ma manière, selon mes besoins. Vous pouvez le télécharger gratuitement, faire pareil, et peut-être, je le souhaite, ça vous aidera aussi. Donc, parmi les dépenses fixes, vous avez toutes vos dépenses fixes que vous avez mensuellement. Il se peut que vous ayez des dépenses annuelles voilà, qui vont une seule fois l'année. Par exemple, dans mon cas, c'est l'assurance voiture. L'assurance voiture, je la paye une fois l'année. Et ce que je fais, c'est que je divise ce montant par 12 et je le donne ici voilà, pour chaque mois, quoi. Ensuite, à droite maintenant, la plus grande partie, c'est ce qu'on appelle les dépenses variables. Les dépenses variables sont vos dépenses, ça peut être vos dépenses pour l'alimentation, des cadeaux, pour votre santé, voilà, le chouchou de l'enfant, les dépenses de maintenance, par exemple, pour votre voiture, ce que vous avez dépensé pour votre formation ou votre éducation, vous ou votre partenaire, selon les cas, et ainsi de suite. Ça, ce que j'ai mis là, c'est juste des exemples pour les modifier naturellement selon votre cas. Donc, je vais essayer de remplir de manière exemplaire pour que vous voyez à quoi à peu près ça ressemble. Donc, je suppose là, vous pouvez mettre là, dire, ok, mes revenus, je prends un exemple, 2000 euros net, tout, comme seul revenu. Automatiquement, vous le voyez, le total, ici au niveau du total des revenus, le calcul a déjà été fait. Donc, si éventuellement vous avez un partenaire qui est, disons, 1600 euros, pardon, 600, exactement, le calcul aussi est déjà fait. Si vous avez des enfants, si vous avez des aides familiales, vous pouvez les entrer là. Donc, c'est juste des exemples. Disons, là encore, par exemple, pour vos dépenses fixes, les dépenses fixes, la plus grande partie des dépenses fixes va généralement sur un loyer ou bien un crédit immobilier. Et voilà, on va dire, voilà, dépenses fixes, 1200 euros de loyer.
téléphone, ça peut être 40 euros. Internet, 25. Électricité, 60. Si vous avez votre assurance de voiture en fonction si vous le payez mensuellement ou annuellement, comme je l'ai dit, annuellement, vous pouvez le payer annuellement et vous le divisez par 12 pour pouvoir entrer la valeur ici. Donc, là, par exemple, on va dire annuellement, on va dire 15 euros. C'est un exemple. Moi, je paye combien là encore? Je paye. Je n'ai plus en tête. Bon, on va prendre juste un exemple. Hein. On va dire 30 euros. Votre mutuelle de santé ou bien votre complémentaire de santé. Voilà, si vous avez un livret A, on va donner un exemple. Ok, vous mettez 200 euros dans votre livret A au cas où vous avez une assurance vie ou bien un Festgeld. Je parlerai de l'assurance vie dans un prochain cas. Il y aura une émission d'assurance vie, podcast, et on va expliquer l'utilité. Mais déjà, je peux rapidement dire pour ceux qui nous écoutent, l'assurance vie n'est qu'importante pour ceux qui y vivent en Allemagne. On appelle ça assurance vie. Le nom c'est assurance vie, mais en fait c'est un principe d'épargne. Ce n'est pas vraiment une assurance vie au sens du terme. C'est plus un principe d'épargne. Ce qui est très différent de ce qu'on appelle en allemand le Risikolebenversicherung. Donc ceux qui sont en allemand comprendront le mot. Les francophones, désolé. Le Risikolebenversicherung, ce n'est pas une assurance vie, c'est une assurance autre chose. Mais dans ce cas précis, l'assurance vie dont je parle, c'est le principe d'épargne. C'est un principe d'épargne qui est très populaire, qui est très populaire en France. Alors, si vous avez un plan d'épargne en action, éventuellement d'autres dépenses. Donc, je vais, de manière exemplaire, je vais juste d'abord laisser ça comme ça. Vous voyez donc, ici, là, déjà de ce côté-ci, on voit rapidement sur le total des dépenses fixes. On est dans l'exemple que j'ai pris, 1555. Voilà. Donc ici, on a un petit tableau récapitulatif déjà. Ici en bas, on a un récapitulatif des données qu'on a déjà entrées. Donc, on va maintenant aller sur les dépenses variables. Dépenses variables pourraient être, donc on met les dates, vous pouvez mettre les dates, vous n'êtes pas obligé, mais de préférence mettre des dates pour pouvoir aussi avoir une traçabilité et éventuellement comparer avec les paiements que vous avez fait avec votre carte bancaire pour savoir si, voilà, si tout est bien. Vous pouvez faire vous rappeler l'association quand est-ce que vous avez fait telle ou telle dépense à peu près. Donc, disons par exemple, voilà, le 1er janvier, 1er janvier 2021, nous sommes en 2020, mais je propose une projet déjà pour l'année prochaine. Voilà, vous avez fait une dépense, ok, 1er janvier est fermé, on va dire, ok, le 3, juste comme ça. Le 3 janvier, on a fait une dépense de, disons, pour la semaine, donc 100 euros de dépense. Et voilà, ok, on a acheté ceux qui ont les enfants éventuellement. Transport, ainsi de suite. Vous avez dépensé, voilà, alimentation 100 euros, disons le 4, bien le 6. Voilà, vous avez payé votre petit à la boulangerie du coin. Vous avez pris votre petit café, ça va remonter à 20 euros, ainsi de suite, quoi. L'avantage ici, c'est que tous ces calculs-là, à la fin, ici, sont additionnés. Là, par exemple, on sait pour l'alimentation, vous avez à dépenser jusqu'au 6 janvier la somme de 120 euros. Vous pouvez dire, ok, j'ai fait un petit cadeau le 7. J'ai fait un petit cadeau d'anniversaire à ma cousine. Un petit cadeau d'anniversaire de 50 euros. J'ai eu les mots de tête un peu là. C'est pas, on va dire, le 10. Le 10 janvier, on a eu les mots de tête. On a allé à la pharmacie prendre rapidement l'ibuprofène, le paracétamol. On va dire comme ça. 8 euros. Le 15, voilà, on a dépensé, voilà, pour la maintenance de l'essence de la voiture. Le 15. Dépenses pour pour l'essence de la voiture, on va dire le 15. On a mis 50 euros pour l'essence de la voiture. Voilà, on peut le mettre au niveau du transport, pas forcément au niveau de maintenance, c'est 50 euros. Voilà,
le 21. Autres dépenses, on va dire 70 euros. C'est pas n'importe quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici en bas, on a déjà la somme des dépenses pour différentes. La colonne E ci, ça c'est la colonne d'alimentation, on a 20 euros. La colonne F ci, c'est la dépense de cadeaux, et ainsi de suite. Et ici, là, sur cette ligne-ci, vous avez la ligne de dépenses, somme totale des dépenses variables, on est déjà à 298 euros. Et alors, et notre petit tableau récapitulatif ici nous donne, par exemple, qu'on est à une dépense de, voilà, on a encore un surplus de 1760 euros. Juste pour les raisons de calcul, je vais enlever cette, ce, voilà, on va dire subvention de sœurs, vous n'avez pas de partenaire, par exemple. Voilà, il vous reste seulement encore 140 euros. Disons, on va mettre le loyer, un loyer de 800 euros. Voilà. Dans un cas, par exemple, comme ça, quelqu'un qui comme revenu 2000 euros et donc, par exemple, paye un loyer ou un crédit immobilier 800 euros. Voilà, avec juste les exemples ici, il lui reste encore 547 euros. Supposons, supposons que, ok, c'est toutes les dépenses qu'il a eues. Voilà, ça fait qu'il a encore un surplus de 547 euros qu'il peut encore épargner. Hmm? Donc, vous faites comme ça un carré budgétaire. L'idéal, moi je dirais, il faut le faire un an. Vraiment un an. Ça va vous allez développer une discipline pour pouvoir prendre, voilà, euh, avoir un aperçu de votre situation financière sur toute l'année. Pourquoi toute l'année? Parce qu'il y a des périodes de l'année là où on fait des dépenses exorbitantes. Par exemple, en été, on va pendant les vacances, il y a des dépenses qui ne seront pas peut-être mis dans les mois de janvier, février. Parce que c'est un mois particulier. Par décembre, en été, en juillet, août, on va en vacances. En fin d'année, comme décembre, là, on fait beaucoup de cadeaux, on fait beaucoup de cuisine pour accueillir les invités. Bon, ok, à cause de Corona, maintenant, ça sera difficile. Mais d'habitude, sur les mois-là, on dépense aussi un peu plus. Ou éventuellement, je prends encore un exemple, les bonus salariales, ça arrive en début d'année, mars, avril. Voilà, donc c'est pour ça que idéalement, vous faites votre cahier budgétaire pendant un an. Après un an, ok, un an c'est l'idéal, mais au moins 6 mois. Au moins 6 mois pour pouvoir dégager assez facilement votre profil, voilà, le profil de votre situation financière. Quand il s'agit d'étudier le statu quo, la situation actuelle. Hmm? Et donc, il faut un mois est assez peu et 3 mois c'est encore un mois, 3 mois c'est encore peu. 6 mois au moins, mais idéalement un an. Donc, avec ça, vous allez être capable de savoir combien vous reste si vous êtes constamment en découvert ou bien si vous êtes en, en surplus et vous pouvez là savoir quelle est votre capacité d'épargne. Je prends par exemple dans ce petit exemple, on voit qu'ok, il y a encore 747 euros. Si au courant de toute l'année, ou au courant des 6 prochains mois, vous savez, vous avez encore un surplus de 500 euros, donc vous savez que vous pouvez environ à peu près mettre 500 euros de côté. Donc, sachant ça, que vous pouvez mettre 500 euros de côté, ce que vous faites maintenant, c'est qu'à partir du mois suivant, je vais dire celui qui a fait un an, à partir de janvier suivant, il va dire, ah, ok, à partir de ce mois-ci, je ne fais plus seulement 200 euros dans mon livret A, je peux directement déjà, le lendemain que mon salaire revenu arrive, je mets directement 700 euros. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit, il y a un langage qui dit cash is fresh. Ça veut dire quoi? Le cash que vous avez sur vous, qui traîne dans votre compte courant, il perd en valeur. C'est pour ça qu'il y a cette expression cash is fresh. Donc il faudra très tôt le mettre, l'épargner dans un livret A ou un Tagesgeld pour avoir un peu de revenus. Certes, les livrets A, c'est 0,5%, c'est pas grand-chose. Les Tagesgeld, en Allemagne, ça tourne autour de 3% pour les bons, dans les bonnes banques. Donc, ok, ça ne suffit pas encore pour lutter contre l'inflation, pour égaliser l'inflation qui, en 2019, était 1,3%. Le sujet sur l'inflation, je le ferai aussi. J'ai une émission spéciale sur l'inflation que j'ai enregistrée et je vais expliquer comment l'inflation est un phénomène qui, voilà, qu'il faut à tout prix lutter contre. Donc,
Dans cet exemple, je reviens, vous virez directement 700 euros, c'est-à-dire le lendemain que votre salaire est revenu, vous virez 700 euros parce que vous savez que, voilà, vous connaissez votre profil, vous savez que, en général, tout un bon mois, vous avez au moins 500 euros qui restent encore dans votre compte bancaire. Pourquoi pas déjà commencer à l'épargner, le mettre rapidement de côté pour pouvoir, voilà, profiter des intérêts et de ce qu'on appelle l'effet cliquet ou bien ce qu'on appelle aussi les intérêts des intérêts. Donc, ça, c'est une situation. Donc, ce document-ci, ce cahier budgétaire, ce cahier de budget, c'est le début, c'est l'étape décisive si vous voulez prendre le contrôle de vos finances. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de regarder, savoir où est-ce que je suis financièrement, où est-ce que je me situe financièrement, c'est difficile de pouvoir savoir quelle est votre capacité d'épargne. Parce que, je prends un simple exemple. Si vous payez pour votre assurance 30 euros, donne un exemple, disons 30 euros. Alors vous allez commencer à poser la réflexion, mais pourquoi est-ce que je paye 30 euros? Est-ce qu'il n'y a pas une assurance auto, là où je pourrais payer mensuellement moins? Pourquoi pas 25 euros? Et ces 5 euros, c'est différent de 5 euros, là, vous la remettez dans votre livret A ou dans votre Tagesgeld. Ça, ce sont les étapes, plein de choses. Par exemple, si dans vos dépenses fixes, vous avez par exemple Netflix qui vous coûte, je ne sais pas, 10, 15 euros en fonction du tarif. À côté, vous avez votre Amazon Prime, combien il coûte? 60 euros l'année, ce qui est à peu près 5 euros le mois. Alors maintenant, vous dites, ah, ok, attention, mais pourquoi est-ce que je dois avoir les deux? Donc, en étudiant votre statut, en étudiant un cahier budgétaire, là où vous tracez systématiquement toutes vos dépenses, vous vous offrez la possibilité de pouvoir dire, ok, c'est bon, je vois où est-ce que mon argent s'en va et quelles sont les opportunités, quelles sont les possibilités pour moi de pouvoir mettre un peu plus à l'argent de côté. Parce que sans ce tableau de bord qui est le cahier des budgets, le cahier budgétaire, c'est difficile pour vous d'avoir la traçabilité de vos entrées et sorties et de pouvoir systématiquement détecter les opportunités aussi bien de revenus que de dépenses. Donc c'est pour ça que l'étape du cahier budgétaire, c'est une étape, à mon avis, cruciale. Par exemple, si vous payez l'électricité 60 euros, alors mais pourquoi payer 60 euros? Est-ce qu'il n'y a pas un fournisseur qui, là où vous pouvez payer 50 euros? Vous payez pour votre Internet, téléphone 40 euros le mois. Est-ce qu'il n'y a pas un fournisseur qui peut vous le faire à 20 euros, à 10 euros, en fonction de vos besoins? Est-ce que vous avez vraiment besoin, par exemple, pour votre téléphone de, c'est pas, 20 gigas? Alors, il faut vous poser la question, peut-être vous avez juste besoin de regarder, vous allez analyser vos consommations voilà, de data, de données sur votre téléphone et vous dites peut-être vous n'avez pas besoin d'attendre des gigas. Peut-être 5 gigas pourraient vous suffire. Et du coup, vous cherchez un fournisseur qui vous offre, voilà, comme ça, un 5 gigas à bon prix. Pareil, aussi bien, ça aussi valable pour toutes vos dépenses fixes. Pour toutes vos dépenses fixes, vous serez capable de détecter voilà, quelles sont les opportunités et pouvoir surtout comparer si vous ne pouvez pas avoir des dépenses, ce type de dépenses à meilleur prix. Après aussi, lorsque vous aurez fait toute cette analyse financière, vous allez regarder vos dépenses variables. Vous allez dire, OK, je dépense peut-être assez beaucoup pour manger à la cantine. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour moi, si c'est possible, de pouvoir préparer à la maison, de l'amener au travail, pour me permettre d'économiser, voilà, d'économiser comme ça de l'argent que je dépense à la cantine, faire mes repas moi-même et voilà quoi. Donc, c'est l'avantage d'avoir un cahier budgétaire que vous avez systématiquement traqué tout voilà, tous vos revenus, tous vos, toutes vos dépenses et éventuellement adapter votre comportement pour pouvoir dégager une meilleure capacité d'épargne. Voilà, c'est essentiel. Parce que comme on a dit, revenu, la devise, c'est revenu, épargne, investissement. Parce que pour pouvoir épargner, il faut avoir un revenu qui vous le permet d'épargner. Il faut savoir quelles sont vos dépenses pour savoir où est-ce que vous pouvez encore tourner deux ou trois vis, pour serrer deux ou trois vis. Et ensuite, c'est lorsque vous avez dégagé un peu d'épargne que vous pouvez commencer à les investir dans les différents supports tels que les livrets A, les Tagesgeld, les assurances vie. Et bien sûr, et c'est ce que je le souhaite, et c'est le but de ce podcast, vous apprendre que vous pouvez aussi en bourse investir sans prendre trop de risques et sans et gagner. Voilà, vous ne serez peut-être pas riche du jour au lendemain,
mais c'est une très bonne opportunité pour pouvoir avoir de meilleurs intérêts sur sur votre épargne que les supports qui sont actuellement voilà, les plus répandus, comme voilà, le livret A, là, vous avez seulement 0,5%, ou bien voilà, d'autres supports, les assurances vie qui tournent autour de 2%, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça c'était à peu près en gros ce que c'est que le cahier budgétaire. Maintenant, je vais parler je vais vous expliquer de réserve. J'ai mis ici voilà, un tab, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de réserve. Donc, euh, la réserve ici j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Euh, Supposons par exemple que vous vous dites, dans 5 ans, vous aimeriez acheter une voiture. Vous achetez une voiture, changez de voiture, ou bien acheter une nouvelle, acheter une voiture, peu importe, nouvelle ou ancienne. Vous vous dites, ok, voilà. Et votre voiture, par exemple, la voiture dont vous souhaitez acheter dans 5 ans, aura, par exemple, le prix de la somme 15 000, de 10 000 euros. 10 000 euros. Donc, ça veut dire que chaque année, et vous vous dites, OK, pour la maintenance de cette voiture-là, les frais de maintenance, j'ai juste mis un exemple, hein, 5%. Ce 5% vient d'où, je crois. Je crois que je l'ai trouvé à peu près dans mes recherches. Vous l'avez mis peut-être 5 euros. Ah, il y a une petite faute de frappe ici. Je corrige ça rapidement. Donc, vous dites, OK, à peu près 5% prix de maintenance ou voilà, peut-être vous allez sur votre voiture ajouter un nouveau gadget et vous mettez ça. Donc, ça veut dire que par an, sur les 5 ans, il vous faudra mettre pour cette voiture 2 100 euros. Ça, c'est déjà fait. Et le calcul est déjà fait, si bien que par an, si vous devez mettre 2 100 euros, voilà, ça veut dire que par mois, vous devez mettre 175 euros. Et quelle est l'implication de ça maintenant? Avec quel rapport de ça avec tout? C'est que, par exemple, vous allez revenir avec les données de 175 euros que vous voyez ici, il est automatiquement calculé et transféré ici, là, dans réserve. C'est pour ça que je disais cet espace réserve ici, je l'ai mentionné encore ici plus bas. Vous ne devez pas le changer parce qu'il est automatiquement calculé. Donc, vous voyez donc automatiquement, avec 175 euros, ça devient une sorte de dépense fixe. Et dans ce cas-là, en surplus, vous avez maintenant seulement 372 euros. Donc cet argent, si par exemple 175 euros là, vous pouvez le mettre, voilà, comme on parle de 5 ans, ce n'est plus un an, vous pouvez dire, ok, je le mets, si c'est en allemand, je le mets dans un Tagesgeld de 2 ans, et tous les 2 ans, je vais chercher un nouveau Tagesgeld, donc je vais replacer la somme, parce que, voilà, comme je vais parler de Tagesgeld, et je vais vous expliquer cette stratégie de 2 ans là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, les Festgeld, au-delà de 2 ans, les taux d'intérêt ne varient même plus. Donc, ce serait, à mon avis, du point de vue uniquement de calcul des finances, ça ne fait aucun sens de bloquer un argent plus de 2 ans. Parce que surtout qu'en Allemagne, à ce niveau-là, il y a un certain dynamisme qu'en France, il n'y a pas. Je connais vos autres pays, mais j'ai pu comparer en termes de déplacement à ce qu'on appelle les comptes à terme. En Allemagne, il y a une très grande concurrence, si bien que lorsque vous bloquez, ce n'est pas bien de bloquer trop longtemps. Donc, vous bloquez 2 ans. Dans 2 ans, vous regardez encore quelles sont les banques qui offrent les meilleurs intérêts. Vous pouvez replacer cet argent-là dans 2 ans, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteignez la durée de 5 ans et pouvez vous acheter voilà, votre voiture. Ça, c'était pour les réserves. Et l'espace réserve, ça peut être mis pour n'importe quoi. Supposons que vous voulez vous acheter un congélateur. Congélateur. Vous dites, OK, un congélateur, je l'achète, je donne un chiffre, 500 euros. Ou bien, voilà, 500 euros, ou bien télé, je ne sais pas quoi. Vous dites, OK, j'achète un congélateur dans un an. OK. Il y a toujours cette réserve de maintenance là. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est toujours, je pense que c'est intéressant parce que lorsque vous voulez généralement acheter quelque chose, vous ne pouvez pas un an avant déjà savoir exactement. Donc vous laissez généralement une marge de manœuvre là, qui peut être, à mon avis, même 5% pour dire, OK, si je trouve un congélateur à 525 euros, ça rentre toujours dans mon budget. Donc vous pouvez comme ça, les dépenses que vous projetez, que vous comptez, vous projetez vous faire dans
un an, le mettre ici, et ça vous calcule automatiquement à peu près voilà, combien vous devez mettre en plus de côté chaque mois pour pouvoir atteindre cet objectif. Dans le cas du congélateur, on a ajouté, vous avez vu, ici on ajoute avec la voiture, on voit qu'on doit mettre de côté environ 278,75 euros chaque mois. Donc ça fait que déjà avant, vous commencez à mettre cet argent de côté. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai ajouté un petit texte ici, vous pourrez le lire, une explication de cette page-là. Je ne vais pas le lire ici, vous pouvez le faire si vous voulez télécharger ce document que je mettrai. Pardon. Donc, je mettrai le lien de téléchargement dans le show notes. Voilà, dans le show notes sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc, vous pourrez voilà, télécharger le document. À la fin de l'année, voilà, il y a certains chiffres qu'on a commencé à se mettre automatiquement, calculs qui ont été automatiquement faits. Ici, on a nos revenus de 2000 euros. En février, là, c'était 0 euros. On revient sur 0 euros. Voici en mars. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous avez, l'avantage aussi, c'est que lorsque nous sommes en janvier, on a eu un surplus de 328 euros selon ce calcul. En février, en février, si là rien n'est marqué, si par exemple vous avez eu un découvert, je vais vous prendre un exemple, découvert, disons, le découvert est dû à, disons, on a fait une dépense ici de 500 euros. Voilà. Si par exemple vous avez eu un mois, voilà, janvier, il y a eu un découvert de moins 101 euros, vous allez voir que ce 101 euros là est venu se placer ici comme une dépense fixe. Parce que le but, c'est de se rapidement sortir du découvert. En allemand, on appelle découvert dispo crédit. Parce que le découvert, du moins en Allemagne, lorsque la banque vous offre la possibilité de faire le découvert, c'est avec les crédits tellement élevés. Donc, c'est pour ça qu'il faut les développements, mais c'est pour que vous en teniez déjà compte comme dépense fixe pour les mois suivants. Donc, ça fait que vous voyez que déjà, en janvier, déjà, en tenant compte de votre découvert et de la réserve qu'il vous devez faire, vous êtes déjà encore à 320 euros. Donc, ça veut dire que si on continue comme ça avec notre revenu de 2000 euros, on reprend les mêmes dépenses, qui sont les dépenses fixes. On reprend ces mêmes dépenses ici. On fait juste un copier-coller. Vous pourriez aussi le faire. Voilà. On voit avant même de faire des dépenses variables. On voit qu'il ne nous reste plus grand-chose. Hein. Il nous reste maximum 524 euros pour vivre le mois de février. On va regarder ce qui se passe en mars. On va toujours mettre notre revenu de 1000 euros, ainsi de suite. Voilà. Comme nous avons, et je le souhaite pour vous, comme nous sommes sortis du découvert, on voit bien que la ligne découvert, au mois de mars, est de 0 euros, parce qu'on l'a remboursé déjà le mois passé. Ce qui nous permet, de nous laisse encore une petite marge de manœuvre pour pouvoir vivre le mois de février. Donc, si je complète ça, vous voyez qu'ici, maintenant, si je mets toutes mes dépenses fixes, ici, contrairement à février, là où j'avais seulement 524 euros, en mars, ici, j'ai plus 626 euros pour vivre. Donc, ça fait que automatiquement, lorsque vous savez déjà que, OK, il n'est que 626 euros pour vivre, vous vivez selon donc ces 626 euros parce que vous avez déjà mis toutes vos dépenses fixes, que ce soit vos réserves pour les achats futurs, que ce soit votre épargne, dans ce cas, si j'ai donné un exemple du livret A, ainsi de suite. Déjà, vous savez là automatiquement quelle est à votre disposition pour pouvoir vivre. Parce que lorsque vous n'avez pas ce tableau de bord-là, où automatiquement vous savez, hey, ce mois-ci, j'ai seulement cette somme à dépenser et pas plus. Désolé. Désolé. Et pas plus. Donc, voilà quoi. Vous vous dites, ok, j'ai 626 euros à moi à dépenser. Je dois me battre à dépenser maximum 626 euros.
Donc, c'est comme ça que vous allez faire tout le mois de toute l'année. Et vous avez ici un tableau récapitulatif qui s'appelle aperçu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici revenu en mars 1373 euros. D'où est-ce que ce calcul sort? Dans 7. Qu'est-ce qu'il sort? 6. J'espère que j'ai pas fait une erreur sur ma fiche de calcul. Ah, je crois que j'ai fait là une erreur. Ça doit être ici. 36. Désolé, je corrige ça en live. La preuve que nous ne sommes pas, que je ne suis pas non plus parfait. Voilà, il faut corriger ça. Je me tenais bien déjà pourquoi au niveau de revenu. Voilà, la correction, vous les aurez. Pourquoi novembre? Oups, désolé, on corrige ça rapidement. C'est novembre. Voilà. Donc, ainsi, vous avez sur ce tableau une récapitulation financière de votre année, combien vous avez dépensé en tout, combien vous avez de revenus en tout, quelles sont vos dépenses totales, et savoir la différence pour savoir à peu près. Ah, donc du coup, celui qui a suivi ça, qui est assidu à ce cahier de dépenses, c'est pourra savoir au courant de l'année combien il lui est resté et pouvoir automatiquement dégager, savoir quelle est sa capacité d'épargne, s'il arrive qu'il est constamment dans le dispo, qu'il doit faire les efforts, combien pendant longtemps, voilà, quelles sont les sommes dans lesquelles il est resté à découvert au courant de l'année, et ça l'encouragerait à, voilà, à savoir qu'il doit faire, trouver, soit augmenter ses revenus, soit trouver là où est-ce qu'il doit euh, dépenser moins pour pouvoir sortir de cette zone rouge et pour être et voilà et trouver les moyens pour pouvoir augmenter augmenter ses revenus, diminuer ses dépenses pour pouvoir être maintenant revenu dans le vert. Donc, après ces dépenses, ils s'accumulent dû au fait que, vous voyez les exemples que je mets ici, dû au fait que, si je prends par exemple avril, avril, qu'est-ce que- en avril, on a de toute façon notre 218 euros 218 euros de dépenses fixes, sans revenu. Donc, c'est pour ça que ici, en avril, vous avez zéro revenu, mais 218 euros de dépenses. Et voilà, regardons pourquoi. Si est-ce que j'ai mal formulé encore avril, pourquoi on a avril ici, on a. Ah, attendez. 38 plus 39, c'est 30. Peut-être il y a encore un problème de formulation. Ça devrait être juste. Et pourquoi si j'ai eu dépenses de 407 euros? Où est-ce que ça sort? Là, on va faire comme ça la correction en live de ma feuille de calcul. C'était quoi encore la formule? A38 plus A39 moins C30. Avril H38 H38 moins C. Déjà, ce n'est pas C30, c'est C34. Ça dépend de H37 plus 38. Dépenses fixes, dépenses variables. Non, on va
corriger ça. Aperçu. Voilà, donc ici aussi. Non, c'est février, revenons voir en février. Désolé. Février 37 plus 38. 37 plus 38. Donc ça vous permettra aussi éventuellement si 37 plus 38 moins C 30. Ça c'est quoi? Pourquoi on va dire 37. Puis on a 1437 plus 38. Est-ce que c'est même déjà juste? Je pense pas. Donc, regardez, désolé. Non, c'est 37. Oui. Février plus 38. Voilà. Et ici, voilà, principe 37 plus 38. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait laisser 30? Voilà. Ici, ça pareil, 37. Est-ce qu'on peut tirer ça? Voilà. Ok, passons les dépenses, toutes les dépenses. Et là, ici, on voit directement la différence, quoi. Donc, 36, 36. Là, dépenses ici. P3. C3, exactement. Voilà. Désolé si la correction, mais bon, ça vous a aussi permis de comprendre à peu près comment fonctionne Excel. Dans cette version-ci, comme je l'ai dit, vous l'aurez à télécharger gratuitement, le lien sur les show notes. Voilà. Donc, j'espère que, là c'est simple, hein. J'espère que j'ai tout dit. J'ai tout dit ce qu'il fallait dire voilà, sur un cahier budgétaire. J'espère que ça va vous aider. Moi, j'ai continué à utiliser le truc. C'est vrai, avec le temps, puisque j'ai mon entreprise aussi, j'ai trouvé un software qui me facilite encore un peu plus la tâche parce qu'il faut aussi gérer les finances de mon entreprise. Mais jusqu'à il y a 3 mois, ça a toujours été ce cahier budgétaire que j'utilisais. Et voilà. Donc j'ai fait une copie pour vous mettre à votre disposition. Et c'est lors de cette copie, et petite modification que j'ai fait actuellement où j'ai commis encore il y avait encore quelques cookies. Désolé pour cela, mais j'espère que vous comprenez le principe et que les formules sont bien. Avec ça, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Alors, parmi vos résolutions de la nouvelle année, prenez en compte de suivre un cahier budgétaire. C'est l'outil de base pour pouvoir comprendre ses propres finances et vous serez capable donc, de vous projeter sur vos épargnes et sur éventuellement vos investissements. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire sur cette vidéo YouTube ou 5 étoiles sur la, Apple Podcast ou bien Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, peu importe la plateforme avec laquelle nous écoutez, ça nous permettra, nous encouragera. Et si vous avez aussi d'autres tips, d'autres hacks pour pouvoir comme ça prendre en compte, voilà, prendre le contrôle des finances privées, partagez avec nous. Comme ça, tout le monde sera au courant. Parce que le but de ce podcast, c'est de pouvoir parler d'argent sans avoir honte, dans l'optique de s'auto-éduquer, dans l'optique de s'améliorer et bien sûr d'encourager les autres qui ont peut-être parfois des difficultés à pouvoir gérer les finances. Merci à vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao.